Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, bienvenue dans ce grand dialogue. La région de Mopti à elle seule compte 270 écoles actuellement fermées à raison d'une insécurité de plus en plus grandissante. Plus au nord, à Gao, Kidal, Tombouctou, Menaka ou Taoudeni, le nombre d'écoles fermées s'est toutefois stabilisé selon un rapport de OCHA. Nous nous intéressons dans cette émission à cette préoccupante question sécuritaire qui empêche les élèves de retrouver les bancs dans certaines zones. Comment expliquer cette dégradation sécuritaire dans certains établissements des régions du centre et du nord? Comment rétablir la sécurité dans ces établissements actuellement fermés? L'année scolaire 2016-2017 peut-elle être sauvée dans ces zones? Voici quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités du jour qui sont Amadou Koulibaly, le secrétaire général du SYNEPS, le syndicat national de l'enseignement de base, Mamadou Moufiliha Maïga, DECAP de la région donc de Tombouctou, Djoukamadi Sissoko de la FENAPEM, c'est la Fédération nationale des parents d'élèves, et le docteur Seydou Loua qui est pédagogue. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Sedoumbo. Le grand dialogue. À l'échelle du pays, en mars 2017, plus de 500 écoles sont fermées dans les zones touchées par l'insécurité. Près de 150 000 enfants sont déscolarisés ou non scolarisés du fait de ces fermetures d'écoles. Environ 1630 enseignants sont absents dans les zones touchées par justement cette insécurité. Docteur Sedouloua, vous êtes pédagogue, alors cette situation est quand même quelque peu dramatique pour l'école malienne aujourd'hui. Bonjour monsieur, bonjour à tous les invités. Effectivement, quand on dit qu'une école est fermée, c'est toujours dramatique. Et si on atteint 500 écoles fermées dans un pays comme le Mali, qui était déjà sous-scolarisé, très analphabète, on peut dire effectivement que c'est un drame. Donc cette situation sécuritaire désastreuse qui a entraîné la fermeture de ces écoles, effectivement, il doit interpeller tout le monde, les enseignants, les parents d'élèves, les administrateurs, les hommes politiques. Ça doit interpeller tout le monde parce que nous sommes tous concernés. Les enseignants sont effectivement au front. Bon, j'ai dit ça au front, ce ne sont pas des militaires, mais ils sont quand même au front. Ils sont effectivement les premiers concernés sur le terrain. Les enfants aussi sont très très concernés. Donc, c'est une situation qui doit interpeller tout le monde. Sinon, ça va encore aggraver davantage l'insécurité. Parce que si les élèves sont déscolarisés, ils ne vont pas à l'école, ils n'apprennent pas de métier. Finalement, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants-là? Ils vont retourner chez leurs parents sans diplôme, sans rien du tout. Ça peut agrandir encore davantage l'insécurité dans ces régions. Donc moi je pense que c'est une situation préoccupante et tout le monde doit prendre ça à bras le corps pour essayer de trouver une solution rapidement pour essayer de sauver l'année pendant qu'il est encore temps. Merci M. Loua. Alors Djoukamadi Sissoko, vous êtes de la Fédération nationale des parents d'élèves. On a l'impression qu'on n'en parle pas souvent, qu'on ne mesure pas l'ampleur ou la gravité de la chose. Merci beaucoup M. Touré. D'abord, mes salutations à vos invités, à nos auditeurs. Bon, ce n'est pas la première fois quand même que nous nous trouvons ici pour parler de l'école. Et je crois que vraiment il faut vous remercier aussi, vous féliciter parce que vous faites autant pour les élèves que pour les parents d'élèves. La Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Mali, aujourd'hui, on ne peut plus... c'est écœurant, récurrent et répugnant. Mais maintenant, à qui il faut maintenant attribuer la faute? Nous sommes seulement, le constat est amer et je crois qu'au cours du débat, certainement, nous aurons les moyens vraiment d'apprécier à juste valeur parce que l'information, quand elle n'a pas été faite comme il faut et il le fallait, les gens ne seraient pas informés. Et je crois que c'est ce qui fait que c'est tard d'information, c'est difficile de communication qui fait que beaucoup de gens, beaucoup de parents d'élèves ne savaient pas en réalité qu'il y avait 270 élèves, écoles qui étaient fermées dans le centre du Mali et encore qu'il y avait qu'il y a plus de 1630 enseignants qui n'officiaient pas. Alors, c'est une information que vous nous livrez comme ça. Bon, moi, ça fait maintenant pratiquement une semaine que vous m'avez qui vient d'un rapport de OCHA. Et je découvre avec vous que beaucoup de parents d'élèves, en fait, ne sont pas au courant de tout cela. Et l'occasion est tout à fait bonne et appropriée afin que vraiment on informe tout le monde pour pouvoir envisager maintenant les solutions, sinon la solution idoine en tout cas.
Merci. Un syndicaliste également avec nous, Amadou Koulibaly, le secrétaire général du CINEB. Monsieur Koulibaly, est-ce qu'on n'a pas l'impression justement que ça passe un peu sous silence cet état de fait quand même dramatique? Merci Monsieur Touré et bonjour à tous les téléspectateurs. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, ça passe sous silence, et tout le monde le sait. Je vous avoue que moi je viens de la région de Mopti il n'y a même pas 10 jours. J'ai essayé de suivre Djenné, Douanzan et autres, mais je dis c'est du désert total par rapport à l'école malienne. Toutes les écoles sont pratiquement fermées, les administrateurs ne sont pas sur place. Maintenant, quand vous dites à qui la faute, et M. Loua l'a dit que tout le monde est responsable. Je dirais que ce n'est pas tout le monde, c'est l'État qui est le premier responsable de la chose. Parce que quelque part, moi je me pose la question... Est-ce qu'il est judicieux aujourd'hui d'accuser l'État si les enseignants sont en grève illimitée déjà? Est-ce que ça n'a pas son... Non, nous ne sommes pas en grève illimitée, je le précise. Okay. Ça c'est à un autre niveau, ça c'est au niveau supérieur. Voilà. Donc je dis, l'État est responsable. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a de l'insécurité. On dirait que quelque part, l'État ne veut même pas que ce problème d'insécurité, qu'on puisse terminer de cela. Parce qu'on dirait que des plus hauts responsables ont leur gagne-pain dedans. Donc c'est vraiment pitoyable. Les enfants, ils souffrent. Les enseignants, ils souffrent. Mais je dis, il faut faire un tour tout près de Mopti pour voir. La situation c'est catastrophique. Est dramatique. Voilà. Également, juste le temps de donner la parole au DECAP de Tombouctou, Mamadou Moufila Maïga. Bonsoir, directeur. Bonsoir. Alors, comment se porte justement cette région de Tombouctou aujourd'hui avec son école? On sait qu'il y a quelques écoles qui sont encore fermées, même si la situation se stabilise un peu dans la région nord aujourd'hui. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a toujours des écoles qui ne sont pas encore ouvertes, qui préoccupent encore à plus d'un titre des autorités. Nous comptons encore, dans le cap de Tombouctou, nous avons 13 écoles qui sont encore fermées. Mais nous savons que vraiment il y a eu de l'amélioration car on sait que il y a 2 ans, on était 28 écoles fermées. Donc cela veut dire qu'il y a eu vraiment une amélioration. Merci DECAP. Alors M. Loua, le pédagogue, voulait justement réagir. Moi je voulais juste ajouter aux chiffres. Bon, le DECAP dit qu'il y a une amélioration. Effectivement, il y a une amélioration, mais j'ai lu un rapport de l'UNESCO. Alors ça date d'il y a 2 ans, je le précise. C'était la rentrée 2013-2014. Il y avait environ plus de 450 écoles fermées seulement dans les 2 régions de Gao et de Tombouctou. Ça, c'était à la rentrée 2013-2014. Bon, certainement qu'il y a des améliorations, mais jusqu'à présent, beaucoup d'écoles sont fermées. Et ça, ce n'est toujours pas normal. Voilà ce que je voulais ajouter. On parle aujourd'hui d'environ 500 écoles fermées dans l'ensemble du pays, voilà. Ce qui, si on fait un net calcul, est une amélioration, même si on peut faire peut-être mieux. Oui. Alors, comment expliquer aujourd'hui que le Nord, qui était vraiment sous occupation, qui endure encore les stigmates de cette occupation, semble se stabiliser et que ce soit le centre aujourd'hui qui paye le prix de cette insécurité grandissante quelque part et que l'école subisse plus dans le centre que dans le nord aujourd'hui? Bon, vous savez, il y a effectivement le problème d'insécurité au nord, mais il n'y a pas que le problème d'insécurité. Effectivement, monsieur vient de dire qu'ils ne sont pas en grève illimitée, c'est vrai, mais on sait que les enseignants sont en grève. Effectivement, la grève illimitée, c'est à notre niveau en fait, au niveau de l'enseignement supérieur, mais au niveau de l'enseignement secondaire, au niveau de l'enseignement fondamental, il y a toujours des grèves. Donc ce n'est pas seulement de l'insécurité au nord, mais il y a aussi une situation de précarité des enseignants qui fait que maintenant tout le monde est en grève. Les enseignants sont en grève ici au sud, pas parce qu'il y a de l'insécurité forcément. Est-ce qu'il y a suffisamment d'enseignants déjà pour couvrir l'ensemble du pays? Non, il n'y a pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Je pense que ça tout le monde le sait. Il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Il y a une insuffisance cruelle d'enseignants au Mali.
Et ça, à tous les niveaux. De l'enseignement préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, il y a une insuffisance à tous les niveaux. Donc par rapport à ça, je pense que ça, l'État le sait, les enseignants le savent, les parents d'élèves le savent. En fait, tout le monde sait qu'il y a une insuffisance d'enseignants, il y a une insuffisance d'infrastructures, il y a une insuffisance de matériel. Les enseignants vivent dans des conditions précaires, raison pour laquelle il y a des grèves à tous les niveaux. Ouais. Donc, ici, au sud, l'école aussi est en crise. Et ça, ce n'est pas une crise qui date de 2012. C'est une crise qui date depuis très longtemps. La crise de 2012, la crise sécuritaire de 2012 a trouvé que l'école malienne était déjà en crise, en réalité. Mais seulement la crise de 2012 a fait ressortir certaines choses qui n'apparaissaient pas évidentes avant. Qu'est-ce qui se passait justement avant cette période trouble de 2012? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui provoquait cette crise-là? Eh bien, on parle justement d'insuffisance d'enseignants. Ça, c'était une crise déjà qui existait. J'ai parlé de la précarité des enseignants. Ça existait déjà. Je parle aussi d'insuffisance de matériel didactique. Ça, c'est une crise qui existait déjà. Et aussi une crise de scolarisation. Le Mali est un pays jusqu'à présent sous-scolarisé. Raison pour laquelle, quand on a 500 écoles qui sont fermées, c'est vraiment dramatique. Ouais. Déjà dans un pays où on essaie d'améliorer le taux de scolarisation, alors au lieu que ça s'améliore, il y a des écoles qui ferment. Donc c'est une crise sécuritaire qui est venue s'ajouter à d'autres crises qui existaient déjà depuis plusieurs années, raison pour laquelle maintenant l'école malienne est en crise à tous les niveaux. Des élèves, des enseignants, les parents d'élèves ne sont pas contents, ce qui est tout à fait normal. Raison pour laquelle aujourd'hui, on peut dire que l'école malienne vraiment est en crise et il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Ouais. L'État est le premier responsable, je suis d'accord avec monsieur, l'État est le premier responsable. L'État doit prendre ses responsabilités effectivement pour essayer de remettre les choses dans l'ordre. Concernant la situation sécuritaire, concernant la situation des enseignants, concernant les infrastructures, concernant le problème du matériel pédagogique. Donc, il y a des problèmes à tous les niveaux. Voilà. Je pense que ce sont des crises qui existaient bien avant 2012, mais seulement en 2012, la crise est venue. Djoukamadi Sissoko, alors, est-ce que les parents d'élèves n'ont pas justement cette responsabilité-là également quand on connaît certaines zones du pays où les parents ont du mal quand même à envoyer les enfants à l'école? Nous sommes obligés par vertu de reconnaître que nous nous sentons responsables. Mais je veux vous dire aujourd'hui une chose. Non, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité plus poussée quand on voit que dans certaines zones, on voit les parents justement empêcher les enfants d'aller à l'école? Monsieur Touré, vous savez ce qui a été le plus décevant, c'est que nous, parents d'élèves, vraiment, le réveil a été brutal pour nous. On pensait que depuis 1991, que l'école était maintenant revenue à des enseignants, à des hommes de sérail. Vraiment, nous avons été surpris de la déliquescence, sinon vraiment de l'état de déliquescence de l'école. Bon, maintenant, ça dit que les événements de 2012, comme l'a si bien dit Loi, ont révélé certaines tares. Mais je vous assure que l'école depuis 91-92 pratiquement était prédestinée à un tel avenir. Et maintenant qu'on nous dise aujourd'hui qu'il y a 270 écoles, il y a 1630 enseignants qui ne peuvent pas officier, vraiment ça nous laisse perplexes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? On parle beaucoup plus de situation sécuritaire. Oui, situation sécuritaire. En réalité, tout ça, moi, j'appelle ça des faux fuyants. Quand on me dit qu'il n'y a pas de sécurité, en réalité, même ceux qui sont dans le centre ou bien dans le nord là-bas maintenant, je crois qu'ils se prêtent à ce jeu-là. Il faut reconnaître la chose maintenant. Parce que moi, je suis de la société civile. Ce n'est pas la peine de mentir. Je vois le CINEB. Est-ce que le CINEB est d'accord justement? Je ne suis pas d'obédience d'un parti politique. Je ne suis de rien du tout. Mais en tant que parent d'élèves, pour mon constat personnel, je vois que ça agrée même ceux qui sont souvent dans le nord ou dans le centre. Est-ce que ça ne les agrée pas? Parce que pourquoi? Personne n'a fait état. Personne ne lève le doigt. Le Mali, ces problèmes-là ont dépassé maintenant le Mali. Il faut maintenant qu'on essaie de réfléchir ensemble, vraiment voir la communauté internationale qui doit nous aider à résoudre ces facteurs-là. Merci. Amadou Koulibaly du CINEB, je vous voyais sourire un tout petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec les analyses faites sur ce plateau, à savoir que tout n'est pas lié à la situation sécuritaire et que cette crise datait d'avant justement 2012?
Je crois qu'on parle précisément du problème de l'école du Nord. On parle de problème de l'école en général, mais spécifiquement du centre et du Nord aujourd'hui, puisqu'il semble que ce rapport d'OCHA indique l'insécurité comme le facteur majeur qui empêche la réouverture de Il y a le problème de l'insécurité qui est là, il y a également le respect des engagements pris par l'État qui pousse les enseignants à aller en grève à tout moment. Il y a cet aspect aussi qui est là. Et quand le représentant des parents d'élèves dit que souvent les enseignants, ça leur plaît. Non, je n'ai pas dit des enseignants. Ah. Non, pas du tout. Je crois, c'est ce que j'ai entendu. Non, mon vocable n'a pas dit ça. Ah. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceux qui sont dans le centre. Est-ce que ça ne les agrée pas? Alors, monsieur, je vais vous proposer de d'observer quelques secondes de pause. Nous reviendrons continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. Comment rétablir la sécurité dans les établissements scolaires du centre et du Nord Mali? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nous recevons Amadou Koulibaly, secrétaire général du SYNEPS, c'est le syndicat national de l'enseignement de base. Mamadou Moufiliha Maïga, DECAP de Tombouctou. Djoukamadi Sissoko de la FENAPEMS, la Fédération nationale des parents d'élèves. Dr Sédou Loua, qui est pédagogue. Merci, monsieur. Alors, nous avons également recueilli les propos d'un enseignant, directeur d'école également de Tombouctou. Il s'appelle Abou El Hadj. On l'écoute. Les endroits où les écoles sont fermées, c'est particulièrement au nord. Il n'y en a pas beaucoup, mais au niveau de Tombouctou, du cap de Tombouctou, je sais quand même que le cap de Tombouctou quand même a 158 écoles. Il n'y a que 12 seulement qui sont fermées. Et c'est là, c'est pour des raisons diverses. Ce n'est pas seulement dû au manque d'insécurité. Ça peut être aussi au manque d'enseignants. Ça peut être au manque de tables bancs. Ça peut être aussi d'autres raisons. D'autres raisons, surtout quand aujourd'hui on voit que même les compétences de l'État sont données aux collectivités aujourd'hui, fait que l'école est politisée. Donc il y a vraiment un laisser-aller, un laisser-faire. Il y a des enseignants qui ne veulent pas se rendre dans d'autres écoles pour des raisons ou d'autres, parce qu'ils sont soutenus politiquement. Les conséquences elles sont vraiment nombreuses. Parce que quand vous savez que quand il n'y a pas d'école, quand il n'y a pas d'éducation, les conséquences à tous les niveaux, ça va se répercuter à tous les niveaux. C'est pas avoir un développement où on va. Maintenant, les écoles qui restent ouvertes, quels sont les problèmes auxquels ces écoles font face aujourd'hui? Les écoles qui restent ouvertes. Les écoles qui restent ouvertes aujourd'hui, leur problème c'est surtout l'insuffisance du personnel enseignant. Parce qu'il y a des grèves à tout moment. Donc le problème c'est surtout le manque de l'insuffisance du personnel enseignant dans les écoles. Parce que la plupart de ces écoles fonctionnent avec les stagiaires. Merci. Des propos recueillis donc par Ibrahim Arandjalo. DECAP, vous avez entendu cette situation de Tombouctou. Alors, mis à part justement cette insécurité, il y a plusieurs problèmes au niveau de l'infrastructure des enseignants. Comment vous expliquez tout cela? Oui, je dirais la même chose, qu'il y a beaucoup de problèmes en dehors vraiment des problèmes d'insécurité. Mais le problème majeur aujourd'hui, c'est reconnu, c'est le problème d'insécurité dans la mesure où aujourd'hui les écoles, le grand nombre des écoles fermées, ce n'est pas au niveau du nord, c'est au niveau du centre à partir de Mopti. C'est compte tenu de l'insécurité. À un moment donné, nous savons que nous avons battu le record, c'est-à-dire la région de Gao et la région de Tombouctou avaient battu le record par rapport aux écoles fermées. Mais des initiatives et des stratégies entreprises par le ministère en charge de l'éducation ont permis au grand nombre des écoles vraiment du Nord d'ouvrir leurs portes. Moi, je sais que l'année dernière, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale
avait mis en place une mission conjointe qui avait sillonné toute la région de Tombouctou. Et dans cette mission-là, il y avait des représentants de la CEMA, il y avait des représentants du ministère de l'Éducation nationale, il y avait des représentants de la société civile. Et cette mission qui avait sillonné la région du Mali a créé des cadres de concertation dans lesquels on avait énuméré tous les problèmes qui sont à la base de la fermeture de ces écoles. Et ce qu'il faut ajouter aussi, et ça a eu un impact aussi, parce que je l'ai dit tantôt, par exemple, le Cap de Tombouctou était à 28 écoles fermées, et à la fermeture, on était à 13 écoles fermées. Jusqu'ici, on est à 13 écoles fermées. Et ce que j'allais ajouter, c'est que, en dépit de tous ces problèmes-là, c'est vrai qu'il y a un problème d'enseignants qui a toujours existé, et c'est vrai, il y a un problème d'infrastructure ou de mobilier, mais le problème de mobilier et d'infrastructure ne pourrait pas, en tout cas à mon avis, être à l'objet vraiment de la fermeture d'une école, parce que souvent on a vu dans certaines situations, on avait enseigné les élèves même sous des abris provisoires, et la plupart des écoles ici c'est les abris provisoires. Et ce que j'allais aussi ajouter, c'est que jusqu'ici il y a certains sites dans lesquels les populations ne sont même pas retournées, et c'est ce qui fait que ces écoles-là sont fermées au niveau du nord. Les populations ne sont pas encore retournées des camps de réfugiés. Ouais. Et on espère qu'avec la mise en place de ces autorités intérimaires-là, et dans la dynamique de créer des conditions de retour pour les populations, nous espérons que certaines écoles verront vraiment leurs portes ouvrir. Merci beaucoup, Dekap. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Seydou Loua, Djoukamadi, avant de vous donner la parole. On a vu que l'école au niveau de Kidal avait rouvert en octobre dernier après plusieurs années de fermeture. Est-ce que l'on sait aujourd'hui si ces écoles au niveau de la région de Kidal sont fonctionnelles? Bon, certaines écoles sont fonctionnelles. En fait, Kidal, c'est exactement la même situation que Tombouctou et Gao et Mopti actuellement. Certaines écoles fonctionnent tant bien que mal, avec les ressources disponibles, avec les enseignants disponibles, mais il y a toujours des écoles qui sont fermées à ce niveau. Et même les écoles qui sont ouvertes, certains parents d'élèves n'osent pas encore envoyer leurs enfants dans ces écoles-là, parce qu'il n'y a pas la sécurité. Une école pour fonctionner a besoin d'un minimum de stabilité. Un enseignant pour se concentrer dans sa classe a besoin d'un minimum de stabilité. Un enfant pour apprendre a besoin d'un minimum de stabilité. Et sécurité. Des sécurités, voilà. Des minimums de sécurité. Et le parent a peur d'envoyer son enfant à l'école. Parce qu'il ne sait pas, un enseignant en classe, l'enfant est en classe, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des problèmes, quand est-ce qu'un obus ou un mortier va nous tomber sur la tête. Mais il y a des parents qui refusent d'envoyer des enfants à l'école, même s'ils sont sur place. Le Dekap a raison. Certaines populations ne sont pas encore revenues. Mais il y a certains qui sont revenus, mais qui n'osent pas envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à présent. Que ce soit à Kidal, à Tombouctou ou à Gao, et même à Mopti, parce que l'insécurité maintenant c'est un peu partout au Mali, ce n'est pas seulement le nord. Donc les écoles à Kidal, certaines ont ouvert leurs portes, mais jusqu'à présent ces écoles fonctionnent tant bien que mal. Voilà, parce que la situation, comme vous l'avez dit, sécuritaire n'est pas vraiment stable jusqu'à présent. Et tant qu'il n'y a pas cette stabilité, l'école ne peut pas fonctionner comme elle devrait l'être. Merci. Voilà. Si vous souhaitez réagir depuis tout à l'heure. Oui, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce que Mafoula Maïga nous a dit, et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants, même de ces centres-là, du centre aussi bien que du nord, qui sont aux alentours de Bamako, tapis dans les alentours de Bamako et ne trouvent aucune excuse pour partir. Bon, vraiment, je n'aurais pas jeté l'huile sur le feu, mais j'aimerais surtout vraiment qu'ils se ravisent un peu, qu'il est temps maintenant, vraiment, qu'ils s'occupent de nos enfants, qu'ils prennent des risques aussi. Et vraiment, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment la paix puisse revenir au niveau de l'école, la sécurité. Djoukamadi Sissoko, on a parlé éventuellement de l'insécurité comme le facteur majeur, mais il y a à cela s'est rajouté, c'est greffé, tous les participants l'ont dit.
des problèmes d'infrastructure à certains niveaux. Est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de pouvoir fournir l'ensemble du territoire en infrastructure correcte et convenable? Monsieur Touré, c'est ce que je vous ai dit en amont un peu. Je vous ai dit que le réveil a été brutal pour nous, les parents d'élèves. Nous, on pense que c'était vraiment le moment que notre école allait vraiment s'enrichir, vraiment aller avoir beaucoup de le matériel didactique aussi bien qu'académique. Mais nous avons découvert par la suite qu'en réalité, rien n'a marché. Il faut faire maintenant un plan Marshall pour l'école. Il faut revoir un plan Marshall pour l'école si on veut que ça marche. Les erreurs ont été commises en amont depuis les années 92-93. Mais avec les états généraux de l'éducation. Mais ça c'est clair ça. Les états généraux de l'éducation, il y a eu près de 35% du budget de l'État, soit plus de 320 milliards par an. Il y a eu plus que ça. Parce que quand l'autorité d'antan avait demandé à faire passer 85% des élèves dans les classes supérieures, ça c'est quoi ça? Ça amène quoi? Ça va amener un effet d'entonnoir. Les élèves ont été bloqués en amont, en aval, parce que tout le monde ne peut pas passer. Et actuellement, on prend maintenant l'élitisme à niveau de l'école. Donc maintenant, le retard que nous avons subi, c'est nous, les parents, ça nous fait mal. Ça nous fait mal que des enseignants de ce ordre n'aient pas eu à penser jusqu'à présent un système éducatif pour notre pays, vraiment, jusqu'à présent. Ce sont des effets ce sont des effets de domino. Une fois que tu touches à une partie, tout le lot s'écroule. Et maintenant, nous avons bon dos pour dire que bon, c'est l'insécurité au nord, ceci, c'est là. L'école du Mali est partie en dire que ça depuis bientôt longtemps. Touré. Merci. Alors, Amadou Koulibaly du CINEB, est-ce que justement, on a vu dans certaines zones que certains groupes armés avaient d'ailleurs occupé les écoles et les classes. Je pense que la grande majorité de ces écoles ont aujourd'hui été évacuées. Mais comment aujourd'hui garantir la sécurité du personnel enseignant dans ces zones-là? Comment garantir la sécurité des enseignants au niveau vous qui êtes syndicaliste enseignant également, est-ce que vous accepteriez d'aller dans ces zones-là pour dispenser des cours? Je dis non. Je dis que je viens de quitter Mopti il y a 10 jours à Gargando, qui fait partie c'est une commune de Gundam, je crois. Vous imaginez, en pleine nuit, des bandits armés sont partis attaquer une école dont le directeur et 6 de ses adjoints, les tuer tous la nuit. Mais je suis surpris quand le représentant des parents d'élèves dit que les enseignants doivent se sacrifier pour aller, et vous trouverez que sur le terrain, les administrateurs même ne sont pas là-bas. Donc ils veulent maintenant que les enseignants aillent à la boucherie. Ça, nous disons non. Il faut qu'on soit clair. Ça dit, il faut sécuriser l'école. Les zones d'insécurité, il faut les sécuriser. De 2, je dis l'État doit prendre toutes ses responsabilités. En disant qu'il y a manque d'enseignants, selon moi, il n'y a pas de manque d'enseignants. Seulement, les enseignants sont mal répartis. Quand tu prends Ségou, vous trouvez au niveau fondamental, dans une classe de 3e année ou 4e année, tu trouveras 3 enseignants dans une seule classe. Je dis quelque part, il y a un problème de dispersion d'enseignants au niveau des écoles. C'est ça le vrai problème. Imaginez-vous, cette année, nous avons dit à l'État, s'il y a un problème d'enseignants, qu'on essaie de voir dans les localités là où il y a les problèmes d'enseignants, en fonction du recrutement maintenant, de donner plus de quotas, c'est-à-dire à ces localités. C'est-à-dire de décentraliser, c'est-à-dire le recrutement de ces enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales. Nous l'avons dit à l'État. Est-ce que ça ne résout toujours pas le problème sécuritaire? Alors, est-ce qu'on comprend qu'on n'arrive pas à sécuriser aujourd'hui le centre du pays également? Oui, le centre du pays n'est pas... Les élèves et les enseignants restent encore cantonnés chez eux. Mais bien sûr. Et je crois que M. Lua a parlé de Kidal, je crois. Quand vous faites le constat, pratiquement tous les enseignants de Kidal sont à Bamako. Ils sont à Bamako. Raison pour laquelle les nordistes, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un collectif d'enseignants, de syndicats d'enseignants au niveau du Nord, qui sont partis en grève illimitée pour qu'on puisse augmenter leur prime de zone, qu'on leur donne leurs frais d'installation et autres. Est-ce qu'il existe des primes de risque pour les enseignants qui travaillent dans ces zones à risque? Il n'y a pas de primes de risque, mais il y a des primes de zone. On donne ça à Caille, on donne ça dans certaines localités de Mopti.
dans les localités de Kidal, Tombouctou et Gao. Sinon, il n'y a pas de prime de risque. Ces primes-là, je pense que les enseignants veulent une augmentation à 50 000 francs, je pense, que l'État refuse. Par rapport à la prime. En fait, ce sont des primes qui, je pense que c'est 5 000 maintenant. 15 000. 15 000. Ouais. Et les enseignants veulent 50 000, l'État refuse. Donc, pour le moment, est-ce que concrètement l'État a les moyens justement de satisfaire ces revendications-là? Moi, si je me mets dans ma peau d'enseignant, je vais dire oui, l'État a les moyens, mais seulement l'État ne veut pas, peut-être que l'État ne veut pas encaisser autant d'argent pour les enseignants. Et moi, je pense que c'est pas pour défendre les enseignants, mais je rejoins mon collègue. En réalité, les enseignants se sont déjà beaucoup sacrifiés. Lorsqu'il y a eu l'invasion au nord en 2012, il y a des enseignants qui ont été tués. Et les enseignants continuent à mourir. Et il a parlé des enseignants du village qu'il a visité. Il y a eu aussi, je pense que vous l'avez tous appris, au Burkina Faso, un directeur d'école qui a été assassiné. Tout simplement parce qu'il refusait d'enseigner le Coran à ses élèves. Tout simplement. On est venu, on l'a mis une balle dans la tête et ils sont partis. Alors comment voulez-vous que les enseignants puissent étudier dans ces conditions-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Et un enseignant n'est pas armé, il n'a que sa craie et son bic dans sa classe. Ouais. Eh bien, face à un terroriste avec des kalachnikovs, l'enseignant ne peut rien faire. On parle des enseignants, on va revenir tout à l'heure pour reparler des élèves également. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Comment rétablir la sécurité dans les établissements du centre et du nord? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nous recevons dans ce studio Amadou Koulibaly, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement de base, Mamadou Moufiliha Maïga, DECAP de Tombouctou, qui est au téléphone, Djoukamadi Sissoko, de la Fédération nationale des parents d'élèves, et le docteur Seydou Loua, qui est pédagogue. Alors, le docteur était sur l'enseignement. On a beaucoup parlé des enseignants, mais actuellement, comment faire aujourd'hui, surtout dans le centre du pays, pour garantir la sécurité des élèves également? Vous l'aviez évoqué tantôt, c'est un risque monumental. Il y a des conséquences socio-économiques, sociales surtout. Si ces élèves ne vont pas à l'école, ils finiront probablement par intégrer certains des groupes armés et accroître la situation sécuritaire. Exactement. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la sécurisation de ces zones du centre pour qu'il y ait une école? Bon, peut-être une question de volonté politique. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un politicien ou un membre du gouvernement ici pour répondre à ces questions. Moi, je pense qu'il y a un problème de volonté politique. C'est-à-dire l'école, actuellement, au centre et même à Bamako ici, n'est pas stable. Ouais. Même au niveau de l'enseignement supérieur, à la rentrée cette année, chez nous sur la colline, il y a eu un mort. Ouais. Un étudiant qui a été poignardé à mort, éventré justement par un autre étudiant. Donc ça, c'était à la rentrée cette année et dans ma faculté. Un étudiant qui a été éventré par un autre étudiant pour les histoires d'argent. Donc ce problème sécuritaire existe même à Bamako, peut-être pas aussi c'est pas aussi réel que Nord, voilà. Certaines zones. Et nous avons même fait une cessation d'activité de 2 semaines pour interpeller l'État, pour interpeller effectivement les autorités, les parents d'élèves. Mais on a demandé effectivement à sécuriser les lieux, l'espace universitaire. Jusqu'à présent, il n'y a absolument rien du tout. On est quand même rentré. Les élèves eux-mêmes ne sont pas en sécurité, les enseignants ne sont pas en sécurité. Et maintenant, lorsqu'une école sort, qu'est-ce que l'école fait? On va chercher une école voisine, une école privée ou bien publique qui n'est pas sortie. On se met à lancer des pierres et les faire sortir également. Et de fil en aiguille, finalement, ça devient de l'insécurité totale. Donc je pense que l'État a les moyens de sécuriser l'espace scolaire et universitaire. Il suffit d'avoir la volonté de le faire. Merci, docteur Loua. Monsieur Maïga, du côté de Gao, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de sauver cette année scolaire 2016-2017 dans les établissements qui sont restés fermés ou qui n'ont pas encore ouvert? Est-ce que c'est encore possible? Bon, pour les établissements, je dirais que ce n'est pas possible pour les établissements qui ne sont pas encore ouverts. Mais pour les écoles qui fonctionnent déjà, je crois qu'on peut sauver l'année. Il suffit tout simplement de trouver des solutions aux problèmes de grève. Parce que ce qui est sûr, nous avons fait presque une année normale. C'est vrai que l'année a été perturbée par les grèves d'enseignants, mais certaines écoles ont fonctionné normalement. Et des évaluations également ont été faites. Moi, je crois que
à la suite d'un compromis avec les syndicats, on pourrait vraiment sauver l'année. Alors, est-ce qu'il faudrait d'ailleurs un programme spécial pour ces zones du nord et du centre qui ont connu et qui, dans certaines zones, qui connaissent encore beaucoup de perturbations? Est-ce qu'il faut un programme de rattrapage spécial, par exemple? Un programme spécial, pas pour les écoles qui ont fonctionné normalement pour l'année scolaire. Mais on peut peut-être envisager vraiment des cours de rattrapage à l'intention, par exemple, des élèves qui ont des lacunes dans certaines matières à cause, par exemple, des grèves ou bien à cause du fait de l'irrégularité vraiment au niveau des établissements scolaires. Mais un programme spécial, je crois qu'on n'est pas arrivé à là. Parce que jusqu'ici, le programme au niveau fondamental, je parle du niveau fondamental, pas au niveau secondaire. Au niveau fondamental, le programme pratiquement est observé à plus de 60%. Donc je crois que ce n'est pas la peine quand même de faire un programme spécial comme on l'avait fait en 2013. Merci. Quelle est votre lecture de cette situation sécuritaire? Comment faut-il faire pour sécuriser aujourd'hui les élèves et les enseignants dans ces zones à risque-là? Bon, c'est un peu difficile pour moi de trouver vraiment une stratégie. Mais pour moi, la première stratégie, en tout cas, dans le cadre en tout cas, de la fonctionnalité de l'école, pas de la sécurisation de l'école, ça, il y a quelqu'un qui l'a amorcé, c'est-à-dire qu'il faut aller vraiment au recrutement de façon décentralisée, c'est-à-dire le recrutement local. Parce qu'à présent, il y a des écoles où l'insécurité encore sévit. Quand je parle par exemple de la zone de Ber ou bien de Salam, il y a des écoles qui fonctionnent, mais ces écoles-là fonctionnent avec les ressortissants même de ces localités-là. Donc si on permet à des ressortissants de ces zones-là d'avoir la chance d'enseigner dans leur localité, et je crois qu'ils peuvent faire fonctionner ces écoles. Parce que le problème que nous connaissons, ce n'est pas seulement que l'insécurité civile, mais il y a la peur aussi. La peur pour les enseignants d'aller enseigner dans certaines zones où le risque est très grand. Et c'est vrai, c'est tout à fait légitime. Donc, s'il y a des gens qui volontairement peuvent enseigner dans ces zones-là et qu'on leur met vraiment dans toutes les dispositions pour pouvoir enseigner, je crois que les écoles peuvent fonctionner. Mais en ce qui concerne les stratégies de sécurité, bon, c'est très difficile parce qu'en réalité, aujourd'hui, pratiquement tout le monde est armé. Il y a un banditisme qui ne dit pas son nom, si bien que sur les tronçons, et les enseignants et les élèves sont souvent attaqués par des bandits qui détiennent des armes pour pouvoir racketter les gens. Donc, aussi bien qu'il serait très difficile, en tout cas pour l'État, pour le moment, de sécuriser, en tout cas, toutes les écoles. Donc, moi, c'est mon avis par rapport à cet aspect de sécurité. Merci, M. Maïga. Djoukamadi Sissoko, est-ce qu'il faut accorder plus de privilèges aux enseignants qui travaillent dans ces zones sensibles? Il faut les mettre dans leurs droits. Et je crois qu'aussi, il faut que les élèves, qu'on sensibilise maintenant les élèves. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il faut leur mettre ça veut dire qu'ils ont certaines valeurs qui sont tout à fait justes. Est-ce qu'il faut, par exemple, leur payer des primes de risque? Mais ça peut se faire, ça, c'est pas au-dessus de nos moyens. Leur donner plus de privilèges que celui qui enseigne à Bamako, ce serait peut-être de nature à encourager aussi le départ. Non, ce n'est pas ça. Il faut souvent aussi, selon le cas, selon la situation générale même, il faudrait maintenant essayer de les encourager, d'encourager les enseignants. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des risques là-bas. Au Mali aujourd'hui, tout le monde est bandit à l'extérieur, tout le monde est bandit dans les centres où il n'y a pas de sécurité, parce qu'en réalité, ce sont les mêmes renvoyés des armées, des polices, des armées qui constituent maintenant en réalité des véritables bandits. On en veut souvent, on dit qu'il y a le banditisme au nord. En réalité, ce sont des propres bandits qui ont quitté Bamako ici, ou bien les machins limitrophes de Bamako ici pour aller faire le bandit ailleurs là-bas. Maintenant, il va falloir trouver une solution à cela. Et demander à nos enfants également, parce que sont-ils pas dingue monument? Maintenant, on a enseigné beaucoup de choses à nos enfants. Il faut maintenant reprendre ça. Ce n'est la fin de la récréation maintenant. Et que les enfants se disent qu'ils sont là pour travailler. Pas plus tard que la semaine, le dimanche, nous avons reçu l'AM dans nos bureaux. Maintenant, ils veulent aller sur de nouvelles bases.
Et chaque fois, ils le disent. Et chaque fois qu'ils prennent ça au sérieux, on trouve encore d'autres facteurs pour venir les perturber encore pour le faire. Oh, je crois que vraiment, il va falloir que l'État même s'occupe de ça, quoi. Les parents n'en peuvent plus. Merci Diogamadi Sissoko. Amadou Koulibaly, du côté du CINEP, seriez-vous d'accord que ces enseignants qui travaillent dans ces zones à risque, dans le centre et le nord du pays, aient plus de privilèges que ceux qui sont restés à Bamako ou dans certaines zones où il y a moins de risques? Oui, moi je suis parfaitement d'accord compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans ces zones. On doit les privilégier par rapport aux autres enseignants. Par exemple, un enseignant du Nord, on ne doit pas le traiter de la même manière qu'un enseignant de Bamako. C'est pas possible. Raison pour laquelle quand ils ont déposé leur préavis de grève en faisant augmenter, c'est-à-dire leur prime des zones, comme on a fait à l'armée. Quand on dit à prime AYA, qu'on a augmenté ces primes jusqu'à 50 000, tout militaire qui accepte d'aller au nord, il a une prime de 50 000 francs. Maintenant, nous les enseignants qui se trouvent au niveau du nord, nous n'avons que 15 000 francs. Nous avons demandé 200% d'augmentation. Mais ils sont au nombre de combien? Ça, il faut le définir. Ils sont combien par rapport à l'ensemble du pays? Évaluer, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'état de lieu, et voir est-ce que l'État peut supporter ou pas. J'ai dit, ils ne sont pas nombreux au niveau du Nord. Donc l'État a les moyens de les mettre dans ces conditions. Je suis d'accord effectivement qu'on doit, c'est-à-dire les privilégier par rapport aux autres anciens des autres localités. Ça c'est une réalité. Mais je dis, par rapport à l'insécurité, vous l'avez dit, il y a l'insécurité des bandits armés qui sont là. Il y a l'insécurité même de l'État qui est là, parce que l'État ne respecte pas ses engagements. Ça aussi, c'est une sorte d'insécurité. Pour l'enseignant, oui. Pour l'enseignant. Oui, ça, il faut le dire. Et conséquemment pour l'élève, je suppose. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Merci. Alors, c'est Louloua, vous êtes pédagogue. Est-ce que ce serait une stratégie jouable qui pourrait éventuellement encourager les enseignants à accepter un déploiement dans ces zones à risque? Oui, je pense que c'est une très bonne stratégie en réalité. Je prends l'exemple sur un pays qui n'a rien à voir avec le Mali, la Chine. C'est ce que la Chine fait. Il y a des endroits en Chine où personne ne veut aller travailler, pas seulement les enseignants. N'importe quel fonctionnaire refuserait d'aller travailler là-bas. Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Eh bien, ils ont doublé les salaires de ceux qui acceptent d'aller travailler dans ces zones-là. Eh bien, finalement, tout le monde veut y aller. Donc, c'est une stratégie qui peut effectivement payer. Donc, voilà, c'est une sorte de discrimination qu'on va appeler discrimination positive. Voilà, donner plus à ceux qui travaillent dans des conditions d'insécurité totale, précaires. Et je pense que les enseignants du Sud n'auront aucun problème par rapport à ça. Donc, donner plus à ceux qui travaillent au nord. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que le DECAP a proposé au téléphone. Faire en sorte que voilà, le recrutement en fonction du milieu, je pense que cela n'est pas la solution. Ça peut créer d'autres problèmes. Je pense que n'importe qui, dans les meilleures conditions, peut enseigner n'importe où. Et doit pouvoir enseigner n'importe où. Donc, mettre les enseignants dans ces zones-là, dans les meilleures conditions de travail, avec des primes qu'ils demandent, 50 000, ce n'est pas trop. Et monsieur a parlé du Nord, même s'ils sont trop nombreux, je pense que l'État peut le faire. Il y a combien de militaires au Nord? L'État arrive quand même à payer les primes de 50 000 à tous les militaires qui sont là-bas. Pourquoi ne pas faire la même chose? Les risques sont les mêmes. Oui, c'est vrai que les risques ne sont pas les mêmes, mais les militaires, eux, quand même, ils sont armés. Un enseignant n'est pas armé. Donc face à un homme armé, il ne peut rien faire. Donc je pense qu'ils peuvent effectivement le faire. Le dernier mot qui va revenir au DECAP du côté de Tombouctou. Alors, Monsieur Maïga, dites-moi, est-ce que ce serait une solution envisageable justement? Un peu, si c'est peut-être un lapsus, sinon que je voulais dire peut-être la même chose, c'est-à-dire que les gens qui veulent enseigner dans ces zones-là, qu'on les mette dans les dispositions appropriées pour qu'ils enseignent ici, ils seraient vraiment acceptés d'enseigner dans les localités concernées. Donc, comme il a pris exactement l'exemple de la Chine, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et c'est ce que nous-mêmes, nous avons donné comme stratégie en ce qui concerne, par exemple, la fonctionnalité de ces écoles. Est-ce que vous êtes... Bon, je crois que je reviens là-dessus. En ce qui concerne la sécurisation, je crois que le meilleur moyen pour le moment, c'est tout simplement l'application, en tout cas, des accords d'Alger.
dans lequel il faut vraiment aller au désarmement et ensuite faire les patrouilles pour arrêter les bandits et les armées qui sont sur les routes et qui empêchent aux gens d'aller à l'école ou bien d'évacuer leurs activités. Merci beaucoup. Ceci met un terme donc à notre émission d'aujourd'hui. Était avec nous Amadou Koulibaly, secrétaire général du CINEB, Mamadou Moufiliha Maïga, DECAP de Tombouctou, Djoukamadi Sissoko de la FENAPEM, Dr Sedouloua, pédagogue. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Maran Diallo. Sedumbo était à la mise en onde, Peting Diara à la régie vidéo. Vous pouvez la retrouver sur notre site, c'est là ainsi que toutes les autres, www.studiotamani.org. Je suis Ousmane Diadji Touré à la présentation. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio.